Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Tout en vous remerciant d'être fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire d'information panafricaine, une information qui nous permet de sillonner pratiquement un nombre important des pays africains. Nous irons en Algérie, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, au Tchad, au Sénégal, au Burkina Faso, ainsi qu'en République démocratique du Congo, la RDC, et au Bénin. Tout en saluant la brillante équipe qui m'accompagne à ce rendez-vous, ils sont très efficaces. Ils y vont toujours de main de maître malgré leur jeune âge. Je pense à l'évité d'Yvonon, à Koulibaly Ousmana qui est toujours fidèle au grand reportage, sans oublier Marcel Bassolé, Eric Bikek, Gozo Richard, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, tous réunis pour vous offrir un programme exceptionnel de politique, d'économie et touristique toutes les semaines. Je suis Constilleka. Dans ce programme, rien de plus normal. Il y aura énormément d'informations. Mais surtout, on aura un grand format à la fin de cette émission consacré au président Alassane Ouattara et à son périple du côté de la Corée du Sud. Nous allons voir aussi comment le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire est au fait de tout ce qui touche aujourd'hui la sécurité des Ivoiriens avec un pré-lancement d'une opération. On en parlera dans cette émission. Nous irons aussi voir tous les engagements que prend le Bénin avec le Royaume d'Arabie Saoudite et aussi l'intrusion, pour ne pas dire désormais, rentrer dans le cercle très fermé des grands producteurs de pétrole. Ça, c'est du côté du Sénégal. On verra le Cameroun, tout ce qui se passe de manière appréciable avec le maire de la ville de Douala. Restez des nôtres, vous avez fait le très bon choix de choisir cette chaîne de télévision qui vous donne l'information panafricaine vraie. Nous allons tout de suite au Cameroun, ce pays présidé par son Excellence Paul Biya, chef de l'État camerounais. Ce pays aujourd'hui qui est complexe à la fois, mais qui réussit toujours à tirer son épingle du jeu. Et nous allons nous attarder sur la capitale économique, à savoir Douala, et parler de cette convention de partenariat entre le ministère des Affaires sociales et la communauté urbaine de Douala, dirigée par le très efficace maire de la ville de Douala, M. Roger Mbassa-Diné, qui n'a cesse d'apporter du bonheur aux populations de Douala. Reportage sous la caméra de Stéphane Nogo, Séverin Tchatchoua, Gozo Richard et Raoul Sankoué. Réunis le 6 juin 2024 dans la capitale économique du Cameroun, le ministre en charge des Affaires sociales et le maire de la ville de Douala, le docteur Roger Mbassa-Diné, ont signé la convention de partenariat entre le ministère des Affaires sociales et la communauté urbaine de Douala sur la gestion du centre multifonctionnel de Bépanda, visant à assurer le bien-être des personnes handicapées et de personnes vulnérables. Un accord de partenariat sur le fonctionnement du centre qui intervient 12 ans après les premières conventions de partenariat, 12 ans après les premières conventions de préparation et de construction du centre multifonctionnel de Bépanda. Nous avons aujourd'hui, je crois, 7 ou 8. Nous pouvons arriver à une quinzaine ou une vingtaine. Ça dépend du nombre d'apprenants que nous aurons. Donc, les possibilités sont offertes à tous les apprenants. Maintenant, ce que nous devons essayer de faire, c'est voir comment ceux qui véritablement ont le moins de moyens possible, comment nous pouvons les appuyer pour qu'ils ne soient pas laissés pour compte. Pour qu'ils entrent aussi qu'ils puissent avoir accès au centre. Déjà, je suis heureux de dire que n'importe quel handicapé peut accéder par ses propres moyens au centre parce que les conditions physiques sont telles que tout le monde puisse y accéder. Maintenant, il faut que les conditions financières soient remplies et nous allons travailler ensemble pour offrir à une large palette de personnes handicapées la possibilité de
suivre une formation dans le centre. Parce qu'en fait, ce que le centre fait, c'est une formation qui permet une meilleure insertion dans la vie sociale. La signature de cette nouvelle convention entre les deux administrations est l'aboutissement d'un long processus. Et le ministre en charge des Affaires sociales a dit toute sa gratitude à l'endroit de la communauté urbaine de Douala. C'est aussi l'occasion pour moi de témoigner toute mon appréciation à la communauté urbaine de Douala qui, à travers la signature de la convention objet de la présente cérémonie, apporte une contribution efficace et efficiente à la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement. Pour le maire de la ville, ce transfert de compétences va permettre à la communauté urbaine de Douala de s'engager pleinement afin de doubler le nombre de personnes vulnérables formées au centre multifonctionnel Bipanda dans le but de garantir leur insertion socio-professionnelle. La mairie de la ville souhaite accompagner davantage les personnes vivant avec un handicap à travers des formations aux différents métiers. À travers cette convention de partenariat signée entre le ministère des Affaires sociales et la communauté urbaine de Douala, ce sont des conditions de vie des personnes handicapées qui se voient être améliorées et leur insertion socio-professionnelle garantie. Après le Cameroun, nous allons tout de suite au Gabon pour parler de cette commémoration haut en couleur digne de ce que nous devons transmettre aux jeunes générations sur le respect de ceux qui ont marqué nos pays, nos leaders. Comment savoir les honorer? Et c'est ce qu'a fait le président Brice Clotaire Oligui Nguema qui nécessite tout simplement un respect. Le président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, honore la mémoire du père de la nation gabonaise, El Hadj Omar Bongo Ondimba, dans son mausolée à Franceville, au Gabon. Dans ce très beau reportage avec la voix de Charlotte Abdoulaye et la post-production de Marcel Bassoli, il faut tout simplement rappeler qu'il est à l'affût de tout ce qui touche son pays, le Gabon, notre reporter officiel, collaborateur et consultant de nos 3 médias, à savoir CNN, CWeb Info et Radio Voltage 2, Monsieur Teddy Ossé du côté de Libreville. À l'occasion des 15 ans marquant la disparition du feu le président Omar Bongo Ondimba, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué le déplacement de Franceville où il est arrivé le 7 juin dernier afin de rendre hommage à l'illustre disparu. Après les honneurs militaires, l'exécution de l'hymne national ainsi que les salutations d'usage, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, toujours accompagné de son épouse, se livre au devoir de mémoire envers ce grand homme. Décédé le 8 juin 2009 à Barcelone, en Espagne, feu Omar Bongo Ondimba fut un grand homme d'État. Après avoir occupé les fonctions de ministre délégué à la présidence de la République, puis responsable de la défense nationale et de la coordination, il est nommé directeur de cabinet, puis vice-président sous le mandat de feu le président Léon Mba, à qui il succédera le 2 décembre 1967 à l'âge de 32 ans, devenant ainsi le plus jeune chef d'État au monde. Feu Omar Bongo Ondimba a donc été le 2e président de la République gabonaise de 1967 à 2009. En ce jour particulier, la patrie est reconnaissante, le Premier ministre et son gouvernement et les personnalités diverses à tour de rôle se sont relayées à la suite du chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, pour le même rituel d'hommage, s'en est suivi juste après la sonnerie aux morts. Omar Bongo Ondimba était reconnu comme étant le père de la nation car attaché aux valeurs de la paix, d'unité, de dialogue et de tolérance qu'il prônait tant sur le plan national qu'au niveau de la sous-région Afrique centrale, mais aussi à travers tout le continent et au-delà. Valeur que l'homme d'exception qu'il fut a su transmettre au peuple gabonais. Il fut un médiateur incontournable dans de nombreux conflits régionaux. Feu Omar Bongo Ondimba a en effet œuvré pour le rétablissement de la paix dans plusieurs pays tels que la République centrafricaine, le Tchad, le Burundi, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et la République du Congo, affectées par des guerres civiles et des conflits divers. Le recueillement et le dépôt de gerbes de fleurs au mausolée du défunt par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, l'hymne aux morts ainsi qu'un défilé militaire des troupes ont été les temps forts qui ont marqué et mis à terme cette cérémonie commémorative. Après cet hommage rendu par le président
Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État du Gabon, nous allons au Congo. Congo, le pays dirigé par son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État et président de la République congolaise. Le plan national de développement congolais, le PND, a été adopté, surtout en cette année consacrée à la jeunesse congolaise. Reportage Charlotte Abdoulaye, Gozo Richard, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. En prenant en compte les difficultés liées à l'année consacrée à la jeunesse, le Conseil des ministres a pris la décision de réajuster le plan national de développement 2022-2026 en adoptant un projet de décret qui approuve un programme qui répond aux attentes de la jeunesse. L'objectif de ce programme est de promouvoir l'emploi, l'employabilité et l'entrepreneuriat auprès des jeunes pour la période allant de 2024 à 2026. Le programme de mise en œuvre accélérée du plan national de développement soumis ce jour à l'examen du Conseil des ministres, il se présente sous la forme de 2 documents, à savoir un document stratégique et un plan d'action. Premier volet relatif aux réponses aux défis liés à la question de la jeunesse. Ce volet est constitué de 84 projets et de plusieurs mesures d'accompagnement en faveur de la jeunesse. D'autre part, 54 autres projets portant sur l'éducation, la santé, les infrastructures, le programme de mise en œuvre accélérée du PND consécutif à l'année de la jeunesse présente un coût global de 4 580 milliards de francs CFA, dont 1 818 milliards seront budgétisés au cours des 3 années d'exécution du programme. Le solde, soit 2 762 milliards, sera inscrit dans les lois de finances post-programme. Le Conseil des ministres du vendredi 7 juin 2024 a également planché sur les modalités de financement pour la mise en œuvre du programme projet. Pour la période 2024-2026, le coût du programme ProJeunes, établi à 1 818 milliards de francs CFA, est réparti ainsi qu'il suit. Financement immédiat, ou coût de la première année de mise en œuvre du plan, soit 266 milliards 747 millions de francs CFA. Financement à court terme, coût de mise en œuvre du programme fixé à 480 milliards de francs CFA. Ou coût de la 3e et dernière année, soit l'année 2026, année d'exécution du programme, soit 1079 milliards de francs CFA. Pour ces 3 années, les financements acquis, toutes sources confondues, s'élèvent à 659 milliards 299 millions de francs CFA. Pour la mise en œuvre de ce programme d'accélération du PND, désormais adapté aux besoins de la jeunesse, le gouvernement compte sur les ressources budgétaires de l'État, les ressources extérieures, des partenaires techniques et financiers, mais aussi sur l'apport du secteur privé. Nous quittons le Congo pour la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, l'étonnement d'ailleurs de toute ma jeune équipe qui est traditionnellement campée sur leurs écrans, leurs ordinateurs et travaillant pratiquement 17 heures par jour, ils se posent la question et sont arrivés souvent à me dire « Boss, mais tenez-vous, boss ne veut pas dire patron. Chez nous, boss veut dire un bosseur. » puisqu'ils savent qu'ils sont la réplique de ce que fait leur supérieur hiérarchique que je suis. Ils sont arrivés à me poser la question, boss, où trouve-t-il des ressources énergétiques? Le président Alassane Ouattara pointe au four et au moulin. À peine a-t-il été en Corée du Sud que déjà rentré en Côte d'Ivoire, il assure énormément de choses, c'est-à-dire il est déjà dans des réunions ministérielles. On y reviendra pour le Conseil des ministres. Pour l'instant, nous allons en Côte d'Ivoire, nous allons parler des forces de défense. En Côte d'Ivoire, nous allons vous présenter, grâce à la caméra d'Ousmane Coulibaly, le pré-lancement du Salon international de l'intelligence artificielle, de la défense et de l'espace. Retenez que ce pré-lancement a été parrainé par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahim Ouattara. Reportage Lévite Edivonan, Ousmane Coulibaly, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé.
En tant que parrain, M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État et ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, a participé le lundi 10 juin 2024 au Sofitel Ivoire à Abidjan à la cérémonie de préouverture du Salon international de l'intelligence artificielle pour la défense et l'espace. La Côte d'Ivoire souhaite renforcer son positionnement en tant que leader régional grâce à la SIADE, en accord avec la vision du président de la République de Côte d'Ivoire, le chef suprême des armées, son Excellence Alassane Ouattara. Le Salon international de l'intelligence artificielle pour la défense et l'espace est un espace de collaboration entre des innovateurs, des experts, des décideurs et des étudiants, dans le but de bâtir et de promouvoir une Afrique qui se démarque grâce à ses avancées technologiques. SIAD 2024 et SIAD 2025 se veut être une plateforme dynamique et forger des partenariats stratégiques. Dans le but d'anticiper et de gérer les menaces, la Côte d'Ivoire se lance dans la conquête de l'espace à travers l'acquisition de satellites. Ces outils technologiques permettront de faire face aux défis de sécurité, d'agriculture, de santé, d'industrie et même financiers. Et ce que nous sommes en train de faire avec notre partenaire ivoirien SAAnalytics, c'est mettre en place un système de satellites qui amènera des images toutes les heures, ce qui représente une vraie révolution. Plus on a de satellites, plus on arrive au temps réel. Et pour nous, un système à temps réel, c'est de l'ordre de 20 petits satellites. Grâce au progrès, grâce à l'iminiaturisation, grâce à l'hybridation du digital. Face à un monde en perpétuel changement, nous devons voir comment l'intelligence artificielle peut nous aider à relever des défis auxquels nous faisons face, a déclaré M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État et ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'impact de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur les différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en passe de devenir un élément incontournable de gouvernance moderne, notamment dans les secteurs de la santé, de la fabrication industrielle, des services financiers et de la sécurité. Le Salon international de l'intelligence artificielle pour la défense et l'espace aura lieu en février 2025 au parc des expositions d'Abidjan. Après la Côte d'Ivoire, je dis toujours qu'il faut être à l'affût de toutes les dernières nouvelles technologies qui concernent la défense. Ça, c'est pour mettre à l'abri toutes les populations et surtout ses compatriotes. Et c'est ce que fait notre ministre de la Défense, ministre d'État, en Côte d'Ivoire. Nous allons tout de suite au Tchad, ce pays présidé désormais par son président élu démocratiquement, à savoir son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno. Au Tchad, des membres des institutions d'État ont prêté serment au palais Toumaï de N'Djamena, en présence du président élu de la République tchadienne, chef de l'État, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno. Reportage Gozo Richard Séverin Tchatchoua, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. 11 nouveaux membres de la Cour des comptes et 2 contrôleurs généraux de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption, nommés les 6 mars et 15 mai 2024, ont prêté serment cet après-midi au palais Toumaï devant la Cour suprême et en présence du président de la République, chef de l'État tchadien, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Alla Mae Alina, premier vice-président du Conseil national de transition, M. Ali Kouloutou Taimi, de la ministre secrétaire générale du gouvernement et des proches collaborateurs du président de la République. L'audience solennelle de prestation de serment a été ouverte par le premier président de la Cour suprême, M. Samir Adam Hanour, qui a demandé la lecture des actes de nomination par le greffier en chef, M. Tog Yehala Nodjitoloum. Ensuite, c'est la première avocate générale de la Cour suprême, Mme Fatimé Zenaba Koulro Bezo, qui a pris la parole pour les réquisitions en fin de prestation de serment. Elle a engagé chacune et chacun des récipiendaires de peser avec vigueur chacun des mots contenus dans le serment et de s'acquitter de ses tâches avec humilité.
Le premier président de la Cour suprême, M. Samir Adam Hanour, a repris la parole et a mis les impétrants dans le bain en leur lisant intégralement la formule de prestation de serment stipulée comme suit. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect des lois et de garder le secret des délibérations. La main droite levée, les 11 nouveaux membres de la Cour des comptes que sont Mahamad Azbala Agri, Madame Diane Peaufiné, Madame Zenaba Mahamad Ahmad Soukou, Ahmad Tahir Ahmad, Korom Assil Dagash, Madame Fatimat Azara Hicham, Madame Tungade Hassan Adoum Bakit, Hassan Hamid Dabou, Tata Mahamad Zen, Madame Madani Ne Awa Mahmoud Oumar et Ndin Tamlan Padingar, ainsi que les 2 contrôleurs généraux de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption, M. Youssouf Tom et M. Oumar Arja Tidi, ont prêté serment. Ces 13 hauts cadres sont ainsi renvoyés à l'exercice de leurs fonctions par le président de la Cour suprême. Chacune et chacun d'eux a déjà eu à servir l'État dans sa sphère de compétences avant qu'il ne soit promu membre de la Cour des comptes et de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption. Le chef de l'État tchadien, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, a ensuite serré les mains de chaque récipiendaire et les a invités à mettre du sérieux dans le travail et surtout le travail bien fait au service de la République. Après le Tchad et voir comment les choses se passent à merveille, une élection présidentielle, malgré quelques heures, mais tout se passe bien. L'Afrique grandit et continue de grandir. Pour preuve, nous allons au Sénégal. Ce pays dirigé désormais par le très jeune et brillant chef d'État de la République sénégalaise, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a reçu les imams et oulémas de son pays, le Sénégal. Charlotte Abdoulaye, Gozo Richard, Marcel Bassolé. En prélude à la fête de la Tabaski, le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience le mardi 11 juin 2024 la Ligue des imams, l'association des oulémas et le Rassemblement islamique et oulémas du Sénégal. Les religieux ont apprécié la qualité des échanges avec le chef de l'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Nous rendons grâce à Dieu subhanahu wa ta'ala. Remercions le président de la République qui nous a accordé cette audience cet après-midi pour nous rencontrer en tant que religieux. Nous souhaitons la bienvenue dans le palais et puis suite à nos demandes respectives, il nous a reçus pour régler beaucoup de problèmes, c'est-à-dire ajuster beaucoup de problèmes et en prendre connaissance comme il est nouvellement élu. Nous avons été très sensibles et heureux de sa disponibilité, de son expérience que nous avons appris à le connaître et qui nous a beaucoup distribué beaucoup de paroles éloquentes d'abord, mais aussi de dimension exceptionnelle de sa connaissance et de son bon vouloir pour le pays, pour que le pays avance dans la paix et la sérénité, les engagements que les populations ont pris par rapport au gouvernement et du gouvernement par rapport aux populations aussi, que nous rendons ce pays gouvernable, paisible, propre, parce que sans doute nous avons entendu les appels qu'il nous a faits pour les samedis matins de tous les mois, que tout le monde s'y mette, qu'on rende ce pays agréable à vivre parce que prochainement il y aura l'hivernage, mais surtout pour la bonne fête, le bon déroulement de la fête de Tabaski que nous attendons très prochainement. Il nous a rendu très satisfaits, il a répondu et réglé nos problèmes, surtout pour les imams qui sont dans tous les quartiers, on peut dire dans tout le Sénégal. Donc son geste envers les populations, envers les imams, pour sa considération personnelle à notre égard, nous le remercions infiniment et comptons sur sa disponibilité pour très prochainement les engagements qu'il a pris et en faire aussi une direction des affaires religieuses ici au Palais même pour que nous ayons un interlocuteur à qui parler, à qui adresser nos doléances ou nos propositions pour que le Sénégal marche dans la paix et la concorde nationale. La Ligue des imams, l'association des oulémas et le Rassemblement islamique s'engagent à travailler avec le chef de l'État pour promouvoir la paix et la concorde au Sénégal. Nous quittons le Sénégal pour l'Algérie, ce pays d'Afrique du Nord, présidé par son Excellence M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef de l'État d'Algérie. Peut-on dire que les Africains tissent leur toile tout doucement
Eh oui, l'Afrique réaffirme sa position à Alger, la capitale algérienne, pour un siège au Conseil de sécurité. Reportage Gozo Richard, Séverin Tchatchoua, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. Reconnaître et réparer l'injustice historique subie par l'Afrique depuis la création du Conseil de sécurité des Nations Unies en janvier 1946 consiste à permettre la présence permanente des États africains dans cette instance de décision garante de la paix et de la sécurité internationale. Cette position a été soutenue par les dirigeants africains et réaffirmée à Alger le 10 juin 2024 lors de la 11e réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies pour une place au Conseil de sécurité. Nous sommes tous conscients que l'Afrique est aujourd'hui touchée par de nombreux conflits. Or, au sein de la première institution mondiale pour la paix et la sécurité, notre voix est très silencieuse. Nous demandons aujourd'hui que cette injustice historique soit corrigée et que l'Afrique soit représentée au sein du Conseil. Le Conseil de sécurité doit refléter les réalités géopolitiques actuelles. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est l'un des principaux organes des Nations Unies, dont les objectifs incluent le maintien de la paix, l'équité internationale, le règlement des conflits internationaux entre les États et l'encouragement des droits de l'homme. Tous les États sont tenus de se conformer aux décisions du Conseil de sécurité. L'instance, créée en janvier 1946, est composée de 5 membres permanents et de 10 États non permanents réélus tous les 2 ans. Toutefois, seuls les membres permanents, la Chine, les États-Unis, la Russie, la France et le Royaume-Uni ont le droit de veto qui permet de bloquer une résolution de l'ONU. L'Afrique est confrontée à de multiples conflits, désire être présente dans l'instance afin de mieux exprimer ses points de vue. Les discussions sur l'élargissement et la démocratisation du Conseil de sécurité pour qu'il soit juste et efficace rencontrent des résistances. Il est temps que les membres du Conseil envisagent cette réforme, car l'Afrique est là. C'est le siècle de l'Afrique et les voix africaines doivent être entendues au sein du Conseil de sécurité. L'Afrique, à travers le C10, créé en 2005, demande d'avoir au Conseil de sécurité des Nations Unies 2 sièges permanents avec droit de veto et 2 sièges non permanents supplémentaires. La Somalie a été nommée membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour une durée de 2 ans à partir du 1er janvier 2025 en remplacement du Mozambique dans la représentation africaine. Après l'Algérie, ce pays d'Afrique du Nord, retour en Afrique de l'Ouest et nous allons nous attarder un tant soit peu dans le pays des hommes intègres, à savoir le Burkina Faso dirigé par le président de la République, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Un conseil des ministres s'est tenu le 12 juin 2024 à Ouagadougou avec des mesures fortes qui ont été prises selon les directives données par le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Reportage Charlotte Abdoulaye, Gozo Richard, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. C'est fini les rémunérations des prestations particulières des employés de l'administration publique et des juges. Les 2 décrets relatifs ont été abrogés à ce rendez-vous hebdomadaire de l'exécutif burkinabé. Les directives données par le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, lors du séminaire gouvernemental du 23 mai 2024, se traduisent en actions concrètes. Ces directives se concentrent sur la satisfaction des besoins des populations et sur une gestion efficace des ressources publiques. Après plus de 10 ans de mise en œuvre, il s'est avéré que dans la mise en œuvre, il y avait beaucoup d'abus parce qu'il y avait des prestations qui relevaient justement des attributions des structures qui étaient donc rémunérées donc, à travers les rétributions prévues par le décret. Après analyse, il a été jugé nécessaire d'abroger le décret pour faire en sorte que les ressources publiques soient utilisées de façon judicieuse. Et naturellement, l'abrogation de ces décrets peut créer quelques difficultés, notamment pour des opérations spécifiques. Donc il est prévu que pour faire face aux effets négatifs de l'abrogation, qu'on puisse prévoir un autre décret pour prendre en compte ces cas spécifiques. Fin également de la disparité des rémunérations des directeurs généraux et des sociétés d'État, des établissements publics de prévoyance sociale. Dans ce Conseil des ministres du 12 juin 2024, un décret a été adopté dans cette optique au nom des départements responsables des petites et moyennes entreprises. Le gouvernement s'accorde un délai de 6 mois pour la mise en œuvre effective de ce décret. En fonction des entités, il y a des grilles salariales différenciées et il y a des pratiques qui créent des inéquités et qui créent des sources de frustration
au sein du personnel. Et la fixation aussi de ces rémunérations sans référentiel général réel crée des risques en termes de soutenabilité financière pour ces sociétés. Et donc, ayant constaté toutes ces insuffisances, le Conseil a adopté à travers ces 2 décrets des référentiels et des modalités de fixation des rémunérations, non seulement pour les premiers responsables de ces sociétés d'État, mais aussi pour le personnel. Le chef de l'État a donné des instructions afin que les économies qui seront issues de l'adoption de ce nouveau référentiel de fixation des rémunérations au sein de ces entités qui sont des démembrements aussi de l'État puissent servir pour investir dans la réalisation d'infrastructures sociales de base dans le secteur donc, de la santé, de l'éducation, des enseignements, au profit donc de la population burkinabé. Au ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, l'initiative du Burkina Faso pour atteindre l'indépendance énergétique est maintenant régie par un décret, une réglementation qui établit et définit les modalités de l'autoproduction de l'énergie renouvelable, des conditions d'accès au réseau électrique pour les autoproducteurs d'énergie renouvelable et les conditions de rachat de l'excédent d'énergie. En termes d'innovation, pour ce décret, il s'agira surtout de supprimer un certain nombre de taxes et de droits fixes qui ressortaient dans les décrets de 2019 et de 2020. Également, en termes d'innovation, il s'agira de passer, en termes de puissance, d'une puissance de 100 kW, telle que prévue par les textes de 2019 et 2020, à une puissance de 15 kW à travers ces décrets. Concrètement, ceux qui disposeront aujourd'hui d'une puissance installée de 15 kW seront éligibles pour pouvoir injecter les suppléments au niveau du réseau national interconnecté. Le Conseil des ministres a mis en place plusieurs mesures pour améliorer la gestion des finances publiques et favoriser l'autonomie énergétique. Le combat pour la souveraineté du Burkina Faso est en plein essor. Après le Burkina Faso, il est simplement important de rappeler aux uns aux autres, surtout à tous les parents, que les vacances arrivent, les vacances annuelles de nos différents enfants, de nos élèves. Certains seront des futurs bacheliers. À cette occasion, rien de plus normal de ne plus s'essayer à vouloir leur faire faire des études hors du continent africain. L'Afrique regorge aujourd'hui des meilleurs professeurs aguerris à la chose universitaire. Nous avons aujourd'hui le meilleur savoir et adapté aux réalités de notre continent. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons l'université qui est notre partenaire officiel, à savoir l'UIL du côté de Libreville au Gabon. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Voilà, dans cette université sortent des brillants cadres africains prêts à répondre au marché du travail. Parce que c'est une université qui a décidé de faire des choses autrement. Pas des études qui ne rapportent rien, des études adaptées à ce que nos différents pays d'Afrique recherchent pour pallier à la grande demande du marché du travail. À l'occasion de la conférence internationale du 12 juin 2024 à l'Université internationale de Libreville sur les écomatériaux en Afrique,
Les conférenciers ont profité et surtout ont pris grand plaisir, comme vous les voyez sur ces images, à effectuer une excursion dans la forêt classée de l'Université internationale de Libreville, qui offre une variété de plantes rares et des arbres dont certains aux essences uniques que seul le Gabon renferme dans ses forêts tropicales. On se retrouve juste après la réclame. Il peut vous arriver de vouloir communiquer sur nos médias Web Info, CNN et Radio Voltage 2. Rien de plus normal que de vous présenter un tout petit peu notre réclame. Vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de visibilité. Nos médias internationaux, Radio Voltage 2 et la télévision CNN, vous offrent des espaces pour votre communication, pour la promotion de vos marques et produits. Contact 699 943 554 ou 696 982 335 ou 683 157 288. Hors du Cameroun, faire précéder du 237. Côte d'Ivoire 07 69 66 88 08 ou 05 66 19 20 48 précédé du 225. Gabon 07 07 95 00 67 précédé du 241. Sur Radio Voltage 2 et CNN, la télévision autrement, vos produits ont une meilleure visibilité. Après cette réclame qui vous donne tout de suite tous les contacts de nos différents médias, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Eh oui, je vous disais tantôt que ma jeune équipe me posait une question indiscrète en me disant comment fait-il? Comment fait le président Alassane Ouattara? D'où tire-t-il l'énergie? Ayant fait un long voyage jusqu'en Corée du Sud, un séjour qui lui a pris autant de temps à arriver en Côte d'Ivoire, son pays, même pas 2 à 3 jours, il est présent pour un conseil des ministres acharné. Le président ne parle pas beaucoup, le président pose des actes et veut voir les populations ivoiriennes, à savoir ses compatriotes, émerger de façon respectable dans le concert des nations. Nous allons vous parler de ce Conseil des ministres en Côte d'Ivoire et à Abidjan. Le Conseil des ministres du gouvernement Robert Begré-Mambé s'est tenu le mercredi 12 juin 2024 dans la salle des pas perdus de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Et malgré son long périple, comme je le disais tantôt, en France et en Corée du Sud, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, a présidé lui-même, comme à l'accoutumée, ce Conseil des ministres. Reportage, comme toujours. Notre reporter officiel depuis la présidence de la République de Côte d'Ivoire, Ousmane Koulibaly, assisté de Lévité d'Yvonon, dans la post-production, comme c'est de coutume, Marcel Bassolé et la voix de Constant Rica. Le Conseil des ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire s'est tenu le mercredi 12 juin 2024 à partir de 11 h au palais présidentiel avec des ministres heureux de se retrouver et savoir le développement de la Côte d'Ivoire en marche dans un climat de paix et de la poursuite, chacun dans son ministère de tutelle, du développement de la Côte d'Ivoire pour le bonheur de leurs compatriotes ivoiriens et des populations vivant en République de Côte d'Ivoire. Il faut noter que ce Conseil de ministres se tient sur fond de retour d'une forte délégation gouvernementale aux côtés du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État, de retour du sommet fructueux Corée du Sud-Afrique. Et pas de repos. Il faut respecter l'agenda gouvernemental en tenant le Conseil des ministres, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'à 11 h, dès l'arrivée dans la salle des pas perdus, le président de la République, dans son respect traditionnel des salutations de membres du gouvernement, prend place dans la salle des pas perdus pour ce Conseil des ministres aux 23 points, 18 mesures générales, 4 projets de loi et ordonnances, 14 projets de décrets et mesures individuelles, ainsi que 5 communications vont rythmer le Conseil des ministres. Au sujet des mesures générales et au titre de la justice et des droits de l'homme, le Conseil a adopté 2 projets de loi. Le premier détermine les procédures applicables aux contentieux relatifs au bail à usage d'habitation et à l'exécution des décisions d'expulsion d'un immeuble.
Le deuxième projet de loi modifie l'article 4 de la loi du 11 mars 2022 portant création, compétences, organisation et fonctionnement du pôle pénal économique et financier, une juridiction spécialisée dans la répression de la délinquance économique et financière avec des relents transnationaux. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté une ordonnance relative aux organisations de la société civile ainsi que le projet de loi de ratification y afférent. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie. Le Conseil a adopté un projet de loi fixant les règles applicables aux zones industrielles et aux terrains destinés à l'exercice de l'activité industrielle. Toujours dans le cadre des mesures générales, 14 projets examinés et adoptés au cours du Conseil des ministres. Au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, composition et fonctionnement de la Commission pour l'interdiction des armes de destruction massive. Au titre du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté 4 décrets, dont le décret portant dissolution de l'Institut national de la statistique, INS en abrégé, le décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'agence d'exécution dénommée Agence nationale de la statistique, le décret portant création, organisation et fonctionnement du Fonds national de développement de la statistique, en abrégé FNDS, et le décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de la statistique, en abrégé CNStat. Le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée, l'ENSEA. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier, portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires, et le deuxième, portant barème de rémunération des mandataires judiciaires. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté 3 décrets, à savoir un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 45 millions d'euros, soit 29 milliards 518 65 000, conclu le 2 avril 2024 entre la Banque africaine de développement, la BAD donc, agissant à titre d'administrateur du Fonds spécial Africa Growing Together Fund, AGTF, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du programme de diversification, accélération industrielle, compétitivité et emploi. Le second décret porte quant à lui ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 120 millions d'euros, soit 78 714 840 000, conclu le 2 avril 2024 entre la Banque africaine de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du programme de diversification, accélération industrielle, compétitivité et emploi. Le troisième décret adopté par le Conseil concerne la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 22 300 millions, conclu le 11 avril 2024 entre la Banque ouest-africaine de développement, donc la BOAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet d'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan par la construction d'une usine de traitement de 150 000 m3 jour sur la lagune Adjien et d'un réseau de distribution associé.
Au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté un décret portant institution, organisation et fonctionnement du Programme national de sécurité de l'aviation civile en vue de renforcer la sécurité aérienne et d'améliorer de façon proactive et continue le niveau de performance des opérations aéronautiques. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté un décret portant institution de la carte de commerçant. Et ce, dans le cadre de la politique de formalisation et de la modernisation du secteur du commerce initiée par le gouvernement. Des mesures individuelles ont été abordées par le Conseil des ministres. Au sujet des communications adoptées, au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie. Le Conseil a adopté une communication relative à l'adoption de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire et son plan d'action. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement. Le Conseil a adopté une communication relative aux documents de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2025-2027. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté une communication relative à la présentation du plan national multisectoriel de nutrition 2024-2027. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté une communication relative à la politique sectorielle pour le développement de l'industrie textile et habillement en vue de relancer la chaîne de valeur textile et à développer une industrie locale du textile et de l'habillement à même de répondre aux besoins des principaux marchés, mais également de correspondre aux exigences de compétitivité et de traçabilité des mécanismes internationaux pertinents. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, le Conseil a adopté une communication relative à la stratégie nationale de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Aucun point de divers n'a été abordé lors de ce Conseil des ministres. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est prêté aux questions de la presse locale et internationale et y a apporté des réponses adéquates. CNN, la télévision autrement, était là. Prochain Conseil des ministres, le 26 juin 2024. Après ce Conseil des ministres où on a vu le chef de l'État pimpant, toujours en forme et souriant, ça fait plaisir. Et de voir surtout tous les ministres comme ça qui sont très ravis de venir exposer et montrer que dans leur département ministériel, tout se passe normalement. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour la RDC. Eh oui, nous allons dans ce pays de 130 millions d'habitants. C'est très étonnant. Ce pays d'Afrique francophone, quand on parle de 100 millions, 130 millions d'habitants, on fait tout de suite référence un tout petit peu au Nigeria. Non, aussi la RDC, la République démocratique du Congo. Ce pays dont seule la capitale Kinshasa avoisine 20 millions d'habitants, à peu près 4 fois la population du Congo-Brazzaville, le pays voisin. Nous allons dans ce pays présidé par le très brillant président de la République, à savoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans ce pays, la RDC, nous allons parler du gouvernement de la République démocratique, qui a été investi par l'Assemblée nationale. Ce nouveau gouvernement a décidé de mettre l'emploi et la sécurité au centre de son plan quinquennal. Reportage Gozo Richard, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé, Charles Tabdoulaye. L'Assemblée nationale a investi le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo dans la nuit du 11 au 12 juin 2024 au Palais du Peuple à Kinshasa. Le 29 mai 2024, le président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté son premier gouvernement du second mandat.
Celui-ci est composé de 55 membres, dont le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa-Tuluka, un membre de l'opposition et 2 membres de la société civile. Les femmes représentent 31% du gouvernement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présenté devant le Parlement le programme d'action de son gouvernement. Un plan qui couvre la période allant de 2024 à 2028 est estimé à près de 93 milliards de dollars, soit 18 milliards de dollars par an. La stratégie de la diversification de l'économie et la création de la chaîne des valeurs est mise en avant pour créer plus d'emplois. Un projet de création d'une base exhaustive de données des compétences est en préparation. Cela permettra d'avoir le profil des compétences géolocalisées pour dégager les gaps au regard de la demande sur le marché en vue de proposer des politiques adéquates et adaptées. Le travail en cours pour la police nationale congolaise permettra de renforcer les capacités de réaction de la police. Le programme du gouvernement préconise l'accroissement des crédits budgétaires alloués à l'effort de la guerre et de la sécurité. Les 6 engagements du second mandat du chef de l'État congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est au pouvoir depuis janvier 2019 et réélu en décembre 2023 avec 73% des suffrages exprimés, doivent être réalisés par le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo. Ils concernent notamment la sécurité, l'emploi, la diversification économique, la préservation du pouvoir d'achat des ménages, le renforcement de l'efficacité du service public et l'accès aux services de base. La plus grande tâche qui nous attend est celle de bâtir une nouvelle économie plus diversifiée, plus créatrice d'emplois. Qu'il s'agisse des infrastructures routières, portuaires, ferroviaires ou aéroportuaires, des écoles ou des hôpitaux, j'ai avancé quelques cas qui font partie d'un ensemble d'actions qui couvront bien entendu toute la République et donc toutes les provinces et tous les territoires du pays. La majorité absolue de l'Assemblée nationale a approuvé le plan d'action quinquennal du nouveau gouvernement congolais. Le gouvernement est critiqué par l'opposition en raison de sa taille et du budget alloué à la réalisation du programme. Après la République démocratique du Congo, un petit saut de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, nous allons parler du Bénin, présidé par son Excellence Patrice Talon, un chef d'État guéri à l'économie et qui sait exactement où amener son pays. La preuve, l'explosion économique, pour ne pas dire le bien-être des populations béninoises, se traduisent par la politique appliquée par le chef de l'État de la République du Bénin. Et dans ce pays, présidé par son Excellence Patrice Talon, il faut noter qu'il a signé avec le Royaume d'Arabie Saoudite un mémorandum d'entente le lundi 10 juin 2024. Ceci pour le bonheur des peuples béninois et aussi ceux environnants, parce que dès qu'un pays explose, se comporte à merveille, c'est les autres aussi qui en profitent. Et ainsi, l'Afrique reste gagnante grâce à ses leaders qui ont aujourd'hui une vision exacte de ce que veulent leur population. Reportage, Gozo Richard, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le Royaume d'Arabie Saoudite est depuis les années 70 un partenaire important du Bénin à travers des financements du Fonds saoudien pour le développement, mais aussi la Banque islamique de développement. Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adiadi Bakari, et le vice-ministre saoudien de l'investissement, M. Ibrahim Al-Moubarak, ont procédé le lundi 10 juin 2024 à la signature d'un mémorandum d'entente sur la coopération en matière de promotion des investissements directs. C'est à la salle Fleuve Jaune du ministère en présence d'une délégation saoudienne et des cadres du ministère des Affaires étrangères. Le mémorandum signé entre le Bénin et le Royaume d'Arabie Saoudite permet aux parties d'encourager les investissements de leurs citoyens et de leurs entreprises dans les deux pays, conformément à leurs législations respectives. Les parties coopèrent dans des domaines tels que l'échange d'informations statistiques relatives aux investissements et aux opportunités commerciales disponibles et l'échange de lois et de réglementations relatives aux possibilités d'investissement direct ainsi qu'à l'amélioration du climat d'investissement dans les deux pays. L'accord prévoit l'organisation d'expositions, d'ateliers, de conférences et d'autres événements visant à développer la coopération dans le domaine de l'investissement et encourager l'échange de visites et d'expertise. Il érige ainsi 3 piliers indispensables pour susciter la confiance des investisseurs: la sécurité, la prévisibilité et la transparence.
France. Au cours de la cérémonie de signature, le ministre des Affaires étrangères, M. Olusegun Adiadi Bakari, et le vice-ministre saoudien de l'investissement, M. Ibrahim Al-Moubarak, ont salué la volonté commune du Bénin et du Royaume d'Arabie Saoudite, portée par le président Patrice Talon et son Altesse royale Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, à accroître les investissements dans leurs pays respectifs. Le président Patrice Talon et le prince Mohamed Ben Salman partagent la même vision, monde multilatéral dans lequel l'Arabie Saoudite a un rôle essentiel à jouer pour la stabilité du monde, mais aussi pour le bon fonctionnement des institutions internationales. Nous espérons que dans les semaines, mois à venir, vous aurez l'occasion de revenir encore ici, accompagner des investisseurs saoudiens, mais aussi pour votre propre plaisir, parce que nous voulons que le Bénin devienne ce partenaire fiable de l'Arabie Saoudite sur le continent africain. D'après le chef de la diplomatie béninoise, ce mémorandum s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris par l'équipe gouvernementale menée sous le leadership éclairé du président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, pour la mise en place de l'environnement propice aux affaires. Pour M. Ibrahim Al-Moubarak, vice-ministre de l'investissement du Royaume d'Arabie Saoudite, c'est une nouvelle ère qui est amorcée dans les relations entre le Bénin et le Royaume d'Arabie Saoudite à travers la signature de cet accord, car elle facilitera des investissements directs dans les deux pays. Après le Bénin, nous faisons un petit tour du côté du Sénégal. Je disais tantôt, le Sénégal est enfin rentré dans le cercle très fermé des pays producteurs de pétrole. Effectivement, le président Macky Sall avait ouvert ses vannes, c'est une belle chose. Ils sont arrivés, surtout lui, avec son Premier ministre, je parle du président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, est arrivé et désormais, c'est fait. Le Sénégal rentre dans le cercle très fermé des pays producteurs de pétrole. Reportage, Charlotte Abdoulaye Gozoricha, Séverin Tchatchoua, Marcel Basselet. Le Sénégal a intégré le cercle des pays producteurs de pétrole le mardi 11 juin 2024. La compagnie australienne Woodside Energy a annoncé ce jour la première extraction du champ de Sangomar, situé à une centaine de kilomètres de Dakar, au large des côtes sénégalaises, en collaboration avec la société de pétrole du Sénégal, Petrosen. Aujourd'hui marque une date historique pour le Sénégal qui voit la mise en œuvre de son premier projet pétrolier offshore. La première étape du développement du champ Sangomar porte le nom de Léopold Sédar Senghor, avec des revenus estimés par Petrosen à plus d'1 milliard d'euros par an, soit environ 700 milliards de francs CFA par an, sur une période de 30 ans. Le but de la première phase de production du champ offshore de Sangomar est d'atteindre une production quotidienne de 100 000 barils, ce qui permettra de produire du gaz et du pétrole au Sénégal pour l'exportation et la consommation domestique. Elle va accélérer la transformation de l'économie du Sénégal, dont la croissance en 2024 est anticipée à 8,8%. Le chef de l'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre M. Ousmane Sonko ont réaffirmé leur volonté d'honorer leur contrat. Le Sénégal partage avec la Mauritanie le projet gazier Grand Tortue Améin GTA, un autre projet énergétique majeur développé par British Petroleum et Cosmos Energy. Il est prévu de produire 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an et devrait commencer avant la fin de 2024. Il y a quelques décennies, en tant que jeune Africain, on se posait toujours la question pourquoi, quand nos chefs d'État voyagent en Europe, ils vont tout seuls, font des voyages d'agrément pratiquement, puisqu'au retour, rien pour leur population. Et l'inverse, les chefs d'État européens, quand ils arrivaient en Afrique pour des voyages d'amitié ou de travail, ils avaient toujours à bord des ministres, des hommes d'affaires, des grands groupes de leur pays, pour signer des contrats en Afrique dans nos différents pays. L'inverse s'est désormais produit depuis quelques décennies, je dirais même une décennie et demie. Et on va parler dans notre grand format du président de la République de Côte d'Ivoire qui, à chacun de ses voyages de travail, met un point d'orgue, un accent sur la rentabilité du peuple ivoirien, à savoir ses compatriotes, qui sont d'abord les premiers à qui il pense pour tout voyage. Et ça a été l'occasion en Corée du Sud, où le président a décidé de participer à ce sommet Corée du Sud-Afrique.
Et ce sommet a été très fructueux. C'est l'objet de notre grand format. Et comme je disais, ce grand format est consacré au périple du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui de retour de ce périple et de ce grand sommet en Corée du Sud a fait un point. D'abord aux membres du gouvernement. Il est bien vrai qu'une forte délégation de ministres et des personnalités ivoiriennes l'accompagnaient et ont bouclé de nombreuses affaires dans ce pays pour le bonheur des Ivoiriens. Mais il a tenu à s'exprimer à tous les autres membres du gouvernement et aux populations ivoiriennes. CNN et CWeb Info se font la trompette de ce rendu du séjour du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, président de la République de ce très beau pays. Regardez cette Côte d'Ivoire en image. Voilà, un pays qui depuis une décennie et demie a changé complètement de vue, a changé complètement dans l'esprit, est devenu un pays hyper attrayant, comme ces images l'approuvent. Voici le grand format de notre émission constituée Kaorik News, grâce à la caméra d'Ousmane Koulibaly, reporter spécial et officiel, et assisté de Lévite Eddie Vonan. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a regagné Abidjan le dimanche 9 juin 2024 après un séjour en France puis en Corée où il a pris part au premier sommet Corée du Sud-Afrique. Dans la déclaration faite à la presse, le chef de l'État a évoqué ses entretiens avec son homologue coréen, son Excellence Yoon Suk-yeol, ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, et le président de la Banque d'import-export de Corée, M. Yoon Hee-sung. Sa participation au premier sommet Corée du Sud-Afrique et au sommet des affaires Corée du Sud-Afrique, ainsi que la signature des 3 accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée du Sud. Je suis heureux d'être de retour à Abidjan après un séjour en France puis en Corée où j'ai pris part à l'invitation du président de la République de Corée, son Excellence M. Yoon, au premier sommet Corée-Afrique. J'étais accompagné d'une forte délégation composée du ministre directeur de cabinet, de Madame la secrétaire générale de la présidence, des ministres des Finances, de l'économie, du commerce, de l'industrie, du budget, des affaires étrangères, de l'intégration et d'autres personnalités. Je voudrais réitérer mes remerciements au président Yoon Suk-yeol, le président de Corée, au peuple coréen pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Je dois dire que c'était un séjour mémorable. Et vous vous souviendrez qu'il y a 10 ans, en 2014, j'avais effectué une visite officielle en Corée et je dois dire que l'accueil était au même niveau, avec beaucoup d'amitié, parce que la Côte d'Ivoire est le premier pays africain à avoir noué des relations diplomatiques avec la Corée en 1961. La Côte d'Ivoire et l'Éthiopie ont une place spéciale dans le cœur des Coréens parce que l'Éthiopie, l'empereur Haile Selassie a envoyé des soldats à l'occasion de la guerre de Corée pour soutenir la Corée du Sud. L'entretien bilatéral que j'ai eu avec le président Yoon avant le démarrage du sommet, nous nous sommes félicités des excellentes relations entre nos deux pays depuis l'établissement des relations diplomatiques. Nous avons souligné la nécessité d'accroître les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Corée, c'est quand même assez faible, et d'encourager les secteurs privés ivoiriens et coréens à nouer des partenariats pour tirer profit des nombreuses opportunités d'investissement, notamment dans la transformation du cacao, de l'anacarde, du caoutchouc naturel, ainsi que dans les domaines de la transition digitale, de l'innovation et de l'industrie automobile. J'ai aussi invité le président Yoon à effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire, ce qu'il a accepté. S'agissant du sommet lui-même, le sommet Corée-Afrique qui avait pour thème l'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité, et qui a vu la participation de nombreux chefs d'État,
je dois dire plus de 25 chefs d'État et bien évidemment une dizaine de chefs de gouvernement et de ministres. Donc au total, plus de 45 pays étaient représentés. Nous avons au cours de nos travaux appelé au renforcement de la coopération et du partenariat stratégique entre la Corée et le continent africain dans tous les domaines. Pour ma part, à l'occasion de ma prise de parole, je me suis félicité du dynamisme de nos relations avec la Corée, avec notamment le lancement de l'initiative pour le développement de l'Afrique en 2006 et plus récemment la mise en œuvre du programme coréen Belt Rice après donc la décision de la Corée de construire la maison du taekwondo en Côte d'Ivoire après ma visite de 2014. J'ai aussi souligné la nécessité d'accroître davantage nos échanges commerciaux avec la Corée, d'étendre le partenariat entre l'Afrique et la Corée dans le domaine de l'intelligence artificielle, de consolider les excellentes relations de partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Corée, notamment dans le domaine de la transformation de nos produits agricoles. J'ai également, le lendemain, pris part à un sommet des hommes d'affaires Afrique-Corée, qui a été l'occasion de présenter au secteur privé coréen l'exceptionnel potentiel économique et humain de l'Afrique, tout comme la bonne tenue d'ensemble de nos économies, malgré les difficultés ici et là, les perspectives de croissance ainsi que les importants efforts en matière de gouvernance économique, de mise en place d'un cadre macroéconomique adéquat et rassurant pour les investisseurs. Nous avons les responsables du secteur privé, le président du patronat, M. Ahmed Cissé, et le président de la Chambre de commerce, M. Touré, ont participé donc avec de fortes délégations à ce sommet des hommes d'affaires. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est parmi les pays les mieux classés sur le continent. Nous sommes parmi les 10 premières économies du continent africain. Ceci intéresse beaucoup les Coréens qui voient là un pôle de croissance. J'ai donc encouragé les entreprises coréennes à investir dans notre pays où elles bénéficieront non seulement de sécurité, aussi bien la sécurité des biens et des personnes, mais également elles bénéficieront d'infrastructures de qualité et d'un vaste marché de consommation qui comprend les 8 pays de l'Union monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire plus de 140 millions de consommateurs. Évidemment, tout le monde sait que l'environnement des affaires est particulièrement attractif en Côte d'Ivoire et que le climat socio-politique est stable et apaisé. Alors, durant mon séjour en Corée, j'ai également échangé avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, sur la situation en Côte d'Ivoire, ainsi que sur les perspectives de coopération entre la Fondation Ban Ki-moon et notre pays. C'était donc un moment important, avec beaucoup d'émotion. Je lui ai à nouveau rendu un vibrant hommage pour son importante contribution au retour de la paix dans notre pays. J'ai également eu un entretien avec le président de la Banque Import-Export de Corée sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette institution financière, notamment dans le domaine du financement des projets. Je dois terminer en remerciant à nouveau les autorités de Corée, à commencer par le président Yoon, pour l'hospitalité du peuple coréen. Et je dois dire que ce premier sommet Corée-Afrique a été un grand succès, non seulement pour toute l'Afrique, mais également pour notre pays. Il a par la même occasion signé des accords de coopération avec la République de Corée, un sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques
officiels et de services, un deuxième accord cadre relatif au fonds de coopération pour le développement économique pour les années 2024 à 2028, signé par Madame la ministre Kabagnale pour un montant d'1 milliard de dollars, et l'établissement d'un cadre pour la promotion du commerce et des investissements. Le président de la République a salué la tenue de ce premier sommet Corée du Sud-Afrique qui a été un grand succès, non seulement pour toute l'Afrique, mais également pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui, par la même occasion, a signé 3 accords de coopération avec la République de Corée du Sud sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, officiels et de services, sur le fonds de coopération pour le développement économique pour les années 2024 à 2028 et sur l'établissement d'un cadre pour la promotion du commerce et des investissements. Quand on regarde son reportage, on est tout de suite convaincu qu'être président de la République, c'est une chose, et exercer la fonction de chef d'État, président de la République, en est une autre. Et le président Alassane Ouattara exerce la fonction de président de la République de son pays, la Côte d'Ivoire. Et quand vous voyez ces images, retenez que la post-production méticuleuse pour permettre aux téléspectateurs, à ceux qui écoutent souvent des discours comme s'ils écoutent la radio, mais là, de regarder la télévision. Tout ce que le président dit est imagé. Ça, c'est la touche de notre responsable en post-production, Marcel Bassolet. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Tout en vous rappelant que vous pouvez toujours continuer à regarder ce programme sur les www.cnntv.ci et allez aussi, si vous n'avez pas pu suivre en direct ce programme, allez sur la page siwebinfo.net, www.siwebinfo.net, et cliquez sur la partie replay. Et vous pouvez suivre non-stop toutes les informations grâce aussi, comme ça, à la programmation de Lévite et d'Yvonan. Vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de visibilité. Nos médias internationaux, Radio Voltage 2 et la télévision CNN, vous offrent des espaces pour votre communication, pour la promotion de vos marques et produits. Contact 699 943 554 ou 696 982 335 ou 683 157 288. Hors du Cameroun, faire précéder du 237. Côte d'Ivoire 07 69 66 88 08 ou 05 66 19 20 48 précédé du 225. Gabon 07 07 95 00 67 précédé du 241. Sur Radio Voltage 2 et CNN, la télévision autrement, vos produits ont une meilleure visibilité. Et oui, ils ne le savaient pas. Ils l'apprennent à l'instant comme vous. Toute l'équipe de production de cette émission à partir du 1er juillet sera en vacances pour 2 mois. L'émission sera en best-of. On vous proposera pendant 2 mois les vacances, c'est normal, il faudrait qu'on ait un peu de repos. Le meilleur moment de l'émission avec des belles tournées, des beaux reportages sur nos chefs d'État, nos leaders. L'équipe sera en vacances à partir du 1er juillet. Pour l'instant, nous vous disons tout simplement de rester scotché sur votre petit écran et on vous donne rendez-vous au prochain numéro. Je suis Consti Eka. Au revoir.